Donc merci d'être là et merci c'est notre comité Russie-Europe qui est né au moment de du retour de Navalny en Russie, où je m'en souviendrai toujours, on s'était dit il faut faire quelque chose, qui a permis à la revue Esprit d'être un an en amont, avant l'éclatement du moment d'invasion de l'Ukraine massive. Donc on sait que la guerre avait commencé bien avant. Et donc, on est alerté complètement. On avait fait la liste de tous les crimes contre les opposants du pouvoir du Kremlin. J'aime pas prononcer toujours le nom du président comme une espèce de mantra, je trouve, la tête du Kremlin. Et donc, depuis lors, on peut dire que le pire se confirme. Et je vous signale que cette nuit encore, il y a eu une série de bombardements. Donc, Zelensky a pris la parole, massif, avec des missiles. Et c'est une des pires nuits, là, cette nuit-là, contre les sources, les bases économiques de l'Ukraine. Bref, la situation. Donc, on ne va pas faire un point sur la situation, mais ce qu'on peut dire, parce qu'on pourra en parler tout à l'heure, où est-ce qu'on en est, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a toujours, depuis le début, mais d'ailleurs depuis 1999, la guerre de Tchétchénie, où il y avait déjà tout, hein, depuis le début, combien de publications, de questions, de commentaires, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Donc, qu'est-ce qui se passe dans la tête du tyran? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette nature politique du pouvoir du Kremlin? Comment on va le définir? Non, le mot fascisme ne va pas, qui est daté historiquement et qui correspond à quelque chose un peu latin. Le mot dictature, non, parce qu'il est élu. Ah bah oui, mais dans quelles conditions? Alors, après, illibéral, démocrature, en réalité, il y a cette espèce d'indécision de la pensée, des commentaires ici, géopolitiques vis-à-vis de la Russie depuis 20 ans, où en gros, on connaît les crimes, on sait comment ça fonctionne, mais il y avait cette espèce d'étrange bémol. Et petit à petit, heureusement, les gens qui parlent russe, les auteurs, travaillent. Et maintenant, il y a quelqu'un de formidable comme Etchaninov. Il y a plein de gens qui nous renseignent. Il y a plein d'auteurs qui sont connus à la revue Esprit. Et là, 2 publications récentes qui nous aident à penser la question, mais à quel type de violence on a affaire, surtout au moment où on découvre l'espèce d'enfer du système pénitentiaire syrien qui a mis à un point extrême une espèce d'industrie de mise à mort de la propre population à l'intérieur d'un système mi-clandestin, et public et rationalisé, et en même temps extrêmement cruel et bestial, de mise à mort de sa propre population, d'un type comme Bachar el-Assad. Et on dit, mais qu'est-ce qui se passe en Russie? Comment faire face? Vous voyez, quand on dit il y a une violence, on dit ne faites pas de morale, c'est pas de la géopolitique. Quand on dénonce les crimes, on dit ça c'est un point de vue humanitaire, c'est un point de vue, il faut faire de la géopolitique. Mais enfin, quand même, comprendre la violence du régime qu'on a en face de nous aide peut-être à mieux lui faire face, moins. Et savoir et pourquoi. Et donc, merci aux 2 auteurs, donc Olga Medvedkova et Elena Voloshin, qui viennent de publier cette année 2 livres, pour moi majeurs, pour cette question, à quoi on a affaire en face de nous? Comment le décrire avec justesse pour pouvoir mieux, si vous voulez, peut-être ils vont nous détruire, mais on saura comment. On aura, grâce à elle, on aura compris. Alors, je propose de faire en 2 temps, c'est-à-dire le livre d'Elena est un livre, pour moi, tout à fait extraordinaire, où elle invente sa méthode et où elle met en bataille toute sa culture phénoménale, mais une culture, des références de lecture qui l'ont touchée, c'est-à-dire qui, toujours quand on lit, parfois on lit, on prend des notes, tout ça, et puis parfois il y a des phrases qui changent complètement la perspective. On appelle ça voilà, ce sont des aventures de la pensée. Je ne sais pas, tout à coup on lit une phrase de Jean Kelevitch, d'Elena Voloshin ou d'Olga Medvedkova, on lit une phrase et on se dit, bon, ça change le paysage. C'est pas seulement... On s'en fiche de lire pour se cultiver ou de lire pour je sais pas quoi. C'est tout à coup, on dit ça, c'est absolument vital. Des phrases qui aident à vivre, des phrases qui aident à comprendre. Et elle a mis je dirais, en ordre de bataille, ce qui avait de plus important pour elle, de plus signifiant dans ce qu'elle avait lu, pour comprendre cette question
à quoi on a affaire, c'est qu'est-ce que c'est que cette violence, et sur des points très particuliers, à chaque fois des thématiques, et elle peut nous dire comment et comment elle est arrivée à ce travail majeur et pourquoi. Et donc, Elena Voloshin qui nous traduit les textes, qui lit pour nous. On s'aperçoit que dans les commentaires, par exemple, des spécialistes sur les écrans, ils n'ont pas lu le russe, ils n'ont pas. C'est extraordinaire de parler d'un pays dont on ne connaît pas du tout finalement l'horizon de référence, mais même les accents, mais même le style de pensée, le style de parole, dans une prise de parole d'un président. Il y a tout un style, il y a toute une espèce de séduction, le statut de la grossièreté, les références que elle connaît très bien et nous, on ne les connaît pas du tout. Et merci, parce que grâce à ce livre, on comprend, là aussi, on s'approche un peu mieux du mensonge poutinien, mensonge extraordinaire dont on a du mal à... dont il faut comprendre les mécanismes indépendamment du fait que oui, mentir, il y a beaucoup de travaux, et on cite toujours le merveilleux travail d'Alexandre Coiré, mentir très bien, ça, voilà, parfois c'est une question de survie, mais le mensonge politique, c'est très particulier. Et comment ça nous roule dans la farine, on croit qu'on a très bien compris, il sait qu'il nous ment, nous savons qu'il ment, c'est du mensonge, mais le fait de le proférer le fait fonctionner, on croit qu'on a compris, mais on n'a rien compris du mécanisme qui, en fait, nous broie et qui fait que les assassins ont un métro d'avance, quand même, un peu, tout le temps. Alors, je propose, si vous êtes d'accord, donc de vous donner la parole, Olga, puis après, Elena, et après, vous posez vos questions sur les livres, après, on ouvre la discussion. Merci infiniment. Merci, Véronique. Je suis extrêmement émue et honorée d'être là et merci pour cette invitation et merci à Galia Eckermann qui a pris le courage d'ouvrir sa nouvelle maison d'édition qui s'appelle À l'aise de Brest-Litovsk avec mon livre et un dicton russe qui dit la première crêpe est toujours ratée. J'espère qu'elle est quand même un peu mangeable. Et je voudrais commencer par quelques aveux personnels pour faire comprendre cette démarche effectivement un peu peut-être paradoxale et qui est devenue pour moi tellement finalement salutaire. J'ai quitté la Russie en 91 à l'âge de 26 ans et j'ai eu le temps de faire mes études à l'université de Moscou et puis j'ai fait mes études de 3e cycle déjà en France où j'ai dû en quelque sorte me réformer l'esprit et mon être politique à l'école de hautes études en sciences sociales. Et à plusieurs reprises, je revenais en Russie depuis, donc je vis en France depuis 35 ans plus. Je revenais en Russie. Je retrouvais mes anciens camarades de classe et l'éternelle conversation recommençait d'abord autour de la guerre de Tchétchénie, puis de l'élection de Poutine, puis de ce qui se passait en Syrie et en Ukraine. Et il y a eu un moment où j'ai compris que je ne pouvais plus discuter avec mes amis. Et d'ailleurs, je ne suis plus revenue en Russie à partir de 2005 à Moscou et 2011 à Saint-Pétersbourg, très brièvement, pour mon travail de recherche en histoire de l'art. Donc, je suis à l'opposé de votre démarche, Elena. Je ne connais pas le terrain. Et mon expérience d'émigration d'émigrer est une expérience d'une rupture d'un processus de rupture qui, comme je l'ai compris plus tard après avoir lu le livre de Crépon sur la violence, suivait en fait les échelons de la montée de la violence en Russie. Comme on sait que la violence, ça marche par tranche, tout à coup, hop, et on a accepté, il faut qu'on accepte, que la société accepte la montée de la violence. On vous pousse dans le métro et ça ne vous blesse pas. Vous avez l'habitude.
C'est comme ça. Hein, on vous claque la porte à la figure, on ne vous tient pas la porte. Eh bien, on s'est habitué, c'est normal. Il y a comme à chaque fois, la violence monte, la société s'habitue, et puis elle peut continuer à monter. Et je comprends que mon expérience de la rupture d'émigrer avec mon pays de naissance était à la fois le fait que je grandissais en quelque sorte en tant qu'être politique dans les conditions françaises qui sont des conditions quand même extraordinaires, avec la vie politique française d'une richesse et finesse extraordinaire, avec des grands penseurs, des grands esprits qui se sont penchés très sérieusement sur les questions politiques. Il y a vraiment en France une sorte de vie à la fois politique, culturelle et la vie de la pensée qui est extraordinaire et qui traverse toutes les couches de la société. Donc, d'une part, ceci, et d'autre part, le fait que, voilà, en retrouvant les Russes, et je dois dire que c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la bulle démocratique, c'est les Russes qui sont des démocrates, des Russes éduqués, des élites russes qui ont fait leurs études souvent en Occident, qui sont restés souvent en Occident jusqu'en 2000 et ils sont rentrés. Bon, je vais dire une chose peut-être un peu dure, qui ont été en quelque sorte soudoyés par le régime et qui sont rentrés avec l'arrivée de Poutine, le paradoxe. Cette immigration, les gens qui sont partis en même temps que moi et qui sont rentrés en 2000, séduits par les nouvelles conditions de vie en Russie qui étaient selon eux meilleures que les conditions de vie en Occident. Donc, je n'ai pas vraiment suivi. J'ai ressenti les chocs à chaque fois, finalement, en m'éloignant. Donc, j'ai aucune légitimité de parler de la Russie, sauf que il y a des moments où, tout à coup, cet éloignement est devenu pour moi vite, ou plutôt le retour aux origines est devenu vital. C'est-à-dire, je ne pouvais plus éloigner après le 24 février 2022. C'est devenu un choc qui m'a inversement projeté dans l'actualité russe. Et il y a eu comme une condition vitale de mettre les mots sur ce qui se passe, de mettre une pensée sur ce qui se passe. Sinon, j'étouffais physiquement. C'est-à-dire, c'était vraiment... j'ai commencé à écrire un blog et Galia Ackerman a lu certains de ses textes et m'a proposé donc de rejoindre la rédaction de sa revue d'Est Russie. Et c'est ainsi que, finalement, après, inspiré par elle, que ces articles ont eu lieu. Pourquoi relire les vieux textes, finalement ? Pourquoi relire Hannah Arendt, Coéré, Jaspers, pourquoi les relire pour survivre face à cette violence inouïe qui, en fait, avant, j'ai l'impression qu'il y avait comme des étapes un peu logiques. C'était effrayant, la montée de la violence, mais il y avait comme le temps de respirer entre ces coups, et puis on supporte. Tout à coup, avec cette guerre, le sentiment de violence et d'injustice nous a envahis absolument. C'était tellement impensable, tellement injuste cette invasion. Il y avait plus de recul possible. Donc, il n'y avait rien dans le présent qui était à la hauteur de ce que ces auteurs du passé, qui ont réagi à la montée des nazismes
dans l'Europe des années 30, il n'y avait rien à la hauteur de ces auteurs qui pouvaient nous fournir une pensée. Et je dirais même pas tellement une pensée, mais une attitude vitale. C'est-à-dire ce que je recherchais, en fait, c'est pas tellement quoi penser de ce qui se passe que comment être face à ce qui se passe. Ce qui était clair, c'est qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. Voilà. C'est une phrase très banale, on dit souvent. Il y avait plus. Et le deuxième moment comme ça, c'était l'assassinat de Navalny. C'est absolument pas comparable, l'invasion de l'Ukraine et l'assassinat de Navalny. Mais dans la violence de l'effet que ça a produit sur moi, il y avait quelque chose de similaire. C'est-à-dire, après l'assassinat de Navalny, il y avait comme un sentiment d'enfer. Voilà, abandonne ton espoir. Là, on abandonne tout espoir. Parce qu'une l'une des rares vies qui a témoigné de sa capacité de descendre aux enfers, il n'a pas vaincu les enfers, cet homme-là. Il a été englouti par l'enfer. Donc c'est comme tout espoir a été définitivement abandonné. Donc ces relectures les plus fortes des textes, les plus forts, les plus honnêtes, les plus aussi les moins conventionnels, les moins attendus, hein, les plus étonnants, les textes les plus étonnants qui disent les choses les plus étonnantes, parce que ces textes ont été une réaction à cette montée de la violence inattendue. Donc ils sont devenus pour moi des lectures salutaires qui m'ont permis d'imaginer comment continuer à être. Davantage que comment penser et surtout comment dire, parce que dans cette situation de la Russie qui est un miroir déformant de l'Occident, tout ce que nous disons ici est immédiatement repris là-bas et retourné, surtout dans une situation très particulière quand les Russes qui regardent la télé reçoivent massivement depuis 30 ans une propagande absolument éhontée. Et ça, Elena est beaucoup mieux peut parler de cette propagande. J'ai appris d'ailleurs grâce à votre livre nombre de choses, mais où la bulle démocratique est en fait formée depuis les mêmes 30 années par ce qu'on appelle French Theory, reçu par le biais des universitaires américaines. Et ça, c'est très particulier parce que cette bulle démocratique a appris à penser que tout est construction intellectuelle. Donc, quoi que vous leur dites que par exemple, Staline a assassiné tant de Russes dans les camps de concentration. Vous dites, vous savez, c'est une façon de penser les choses, c'est une construction intellectuelle. Il y avait quand même aussi des gens qui survivaient très bien. Il y avait une vraie culture. Il y avait en fait un marché d'art. Il y avait une véritable vie institutionnelle et politique. Hein. Et finalement, en Occident, durant ces années, est-ce que c'est mieux ? Penser qu'après la mort de Staline, il y avait le dégel, c'est une construction intellectuelle, hein, c'est une façon de parler, et on sait très bien comment c'est construit, comment toutes ces choses sont construites. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de paroles justes et injustes. Il n'y a pas de paroles qu'on peut soumettre à un certain nombre de critères. Il n'y a pas de paroles humanistes ou déshumanisantes. Il y a la construction intellectuelle. Et ils sont morts de rire.
quand vous leur dites des bêtises de ce genre, vérité, humanisme, etc., la valeur de la vie humaine, et ils sont morts de rire. Tout ça, c'est des mots. C'est des mots qui sont des formules, des constructions. Il y a des conditions derrière. Et en fait, cette réception de la French Theory et d'une certaine tranche du révisionnisme moins européen et davantage américain, parce qu'ils sont quand même massivement partis pour étudier aux États-Unis, les Russes, dans les années 90-2000. Et puis c'est aussi, c'est déjà un fruit de la réception, cette French Theory. C'est déjà un Foucault reçu dans les universités américaines. Et c'est très intéressant parce que dans les ouvrages des jeunes intellectuels russes aujourd'hui, Foucault est cité en anglais, d'après les traductions américaines. Derrida aussi. Ils ne lisent pas. Il y a des thèses sur Ricoeur qui sont écrites par des gens qui ne lisent pas le français. Ils le lisent dans la traduction américaine. Donc, comme c'est déjà préparé à être reçu, comme c'est déjà un fruit de transfert culturel, d'une réception, c'est plus facile pour eux de recevoir. Et finalement, cette réception est passée sans aucun problème, aussi parce que finalement, le marxisme sous-jacent de cette théorie, il était déjà là, la base était déjà là, la base marxiste était déjà là, et pour les intellectuels russes, finalement, c'était très facile de recevoir cette théorie, étant donné qu'il y a une chose vraie, c'est l'économie, hein, c'est la production, c'est le travail, pour ceux qui ont lu Marx, et nous, ma génération, on a tous lu Le Capital. Et ensuite, il y a ce qui s'appelle une construction, surconstruction, hein, dans le vocabulaire de Marx, une surélévation qui est la pensée, la culture, etc., que les classes dirigeantes manipulent, et voilà. Et c'était très facile pour ceux pour les héritiers des marxistes, finalement, de devenir les adhérents de cette French Theory et finalement de nous opposer aujourd'hui à une sorte d'attitude de supériorité, d'humour aussi, et de cynisme absolu, finalement. C'est pour cela que les mots, finalement, sont moins importants parfois qu'une forme d'attitude que je recherchais, parce que je savais que dire fascisme, dire nazisme, dire dictature, dire violence ne veut rien dire, finalement, parce que ce miroir déformant en face, il va immédiatement retourner la situation et dire, dans un style d'ailleurs infantile introduit par le président, c'est celui qui le dit qu'il est. Hein, c'est ce qu'il dit, voilà. Alors, comment je suis une lectrice passionnée de philosophie. Je ne suis pas une philosophe, donc il faut tout de suite que je dise que ma légitimité est fort fragile. Mais je suis une lectrice passionnée de la philosophie et aussi une lectrice très lente, c'est-à-dire je rentre dans la peau des personnages, en quelque sorte. Et c'est ça qui m'intéresse. Quand je lis Hannah Arendt, je veux être Hannah Arendt. Quand je lis Jaspers, je veux être Jaspers. Quand je regarde un film, je suis le personnage de ce film. Je vous lis, et je continue à lire, et je veux savoir comment est-ce qu'on peut et doit être aujourd'hui
face à ce qui nous arrive, parce qu'il nous arrive quelque chose de fort grave. C'est arrivé de la réaction un peu à travers le monde, pas seulement en Russie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire face à cela, à ces choses qui nous arrivent? Est-ce qu'on peut déjà faire? Est-ce qu'on peut imaginer une attitude, une pensée de faire? Comment on peut résister? Alors le mot résistance pour moi est un mot sacré. C'est vraiment l'un des mots qui me porte rien que de le dire. Mot résistance. Effectivement. Et donc j'ai relu ces textes, j'ai revu ces quelques films qui parlent de la résistance des gens à l'arrivée du pire, Et j'ai essayé de sentir, d'imaginer comment je serais et comment je peux être aujourd'hui. Et ce que j'en ai déduit ne se résume pas, bien sûr, en quelques mots. Je parle depuis peut-être trop. Hein. Ce n'est pas une conclusion qui se transmet en quelques mots. Et d'ailleurs, je l'ai fait peut-être par ruse aussi, parce que mon expérience là, il ne peut pas être retournée c'est pas quelque chose que je dis et qui se résume à une construction intellectuelle. Alors là, pour le coup, non, ce n'est pas une construction intellectuelle ce que je fais. Ce que je fais, c'est une recherche d'être, de la manière d'être, de la façon pour l'être que je sens à l'intérieur de moi, de résister à ce qui se passe. Comment pourrais-je résister à ce qui se passe? Est-ce qu'il faut hurler, manifester? Est-ce qu'il faut parler à tout le monde? Ce qu'écrit Timothy Snyder dans son livre 10 leçons du XXe siècle. Il dit « have a small talk ». Parler avec tout le monde. Hein. Parler dans le taxi, parler dans la boutique, quelqu'un qui vous dit une chose grave devant vous, mais vous voyez que c'est une pauvre personne, et elle le dit peut-être juste parce qu'elle est énervée, parce que son mari l'a battue ce matin, je ne sais pas. Il dit tout le monde est comme ci, tout le monde est comme ça. Et normalement, une personne est bien élevée, elle ne va pas répondre. Bon, écoute, tout va bien. Hein. Mais il dit non, répondez, il faut répondre. Quand l'heure est grave, il faut répondre. Bon, j'ai essayé, à vrai dire. J'ai été une fois dans le taxi et le chauffeur me dit « Oh, tout le monde est raciste, tout le monde est raciste. Et puisque tout le monde est raciste, on va voter le Front National. » Un saut assez... voilà. Et je dis non, tout le monde n'est pas raciste. Il dit quoi? Tout le monde n'est pas raciste. Comment vous pouvez le savoir? Je dis parce que moi, je ne suis pas raciste. Donc je témoigne. Puisque je ne suis pas raciste, votre énoncé est fausse. Tout le monde n'est pas raciste, je ne suis pas raciste. Comment vous pouvez dire que vous n'êtes pas raciste? Je dis, moi je suis déjà, pour commencer, métèque moi-même. Donc, voilà, j'ai essayé plusieurs fois. Plusieurs fois, ça a fini un peu mal. Je me suis sauvée en courant un peu. Voilà. Est-ce que c'est cela? Est-ce que c'est parler de la politique? Est-ce que c'est n'est pas rater ce qui se passe? Est-ce que c'est s'intéresser à la politique, se pencher sur la question politique? Indispensable. Je suis professeure, j'enseigne l'histoire de l'art, l'humanisme, l'architecture de la Renaissance. Est-ce que je parle à mes étudiants de ce qui se passe aujourd'hui? La question.
Est-ce que c'est quelque chose de plus profond que cela, c'est-à-dire une forme de survie dans laquelle on rentre, et dans ce cas-là, on pense la notion de la survie. Qu'est-ce que survie? On rentre dans, je pense de plus en plus à cela, et je lis de plus en plus de textes là-dessus. Est-ce que nous devons imaginer une forme de survie active? Je m'explique. J'ai grandi entourée de gens qui disaient « Жить можно ». On peut survivre. Ils vivaient dans des conditions misérables, dans des chambres, des appartements communautaires avec des toilettes pour 5 familles, toujours sales. Et ils disaient « Жить можно ». On peut survivre. Parce qu'il y a pire, parce qu'ils ont connu pire. Жить можно. Et je pense qu'il n'y a rien de pire que cette formule. Parce que finalement, c'est une formule absolument matérialiste. On peut survivre. On peut survivre avec quoi? Avec tant de mètres carrés, avec tant de nourriture rationnée. Mais en fait, je pense de plus en plus que survivre est une question vraiment fondamentale. Si on doit survivre face à la montée de la violence, et c'est une question très importante pour nous. C'est pas qu'est-ce qu'on peut faire face à la Russie, c'est pas qu'est-ce qu'on peut faire en allant en Russie, on peut pas y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ce qui se passe en Russie? On peut rien faire. Mais comme dans une famille où il y a quelqu'un qui boit, un alcoolique, et il refuse d'aller se soigner, c'est le conjoint qui va se soigner, qui va aller voir le psychiatre. C'est le conjoint qui va aller voir le psychiatre. C'est la mère qui va aller voir le psychiatre face à un enfant qui se drogue. Et c'est à nous, finalement, face à ce qui se passe en Russie, de voir comment on va survivre. Donc, n'est pas dire fascisme, nazisme, parce que ça, bon. Mais survivre dans notre dignité profonde de la survie dans laquelle le nécessaire n'est pas obligatoire, mais le surplus est absolument vital. Qu'est-ce que c'est ce surplus? C'est notre liberté. C'est notre manière de communiquer. C'est notre manière de lutter contre la solitude de l'être, je pense, parce que c'est ça les meilleurs amis des dictatures. C'est la solitude, c'est la désintégration. Finalement, ce que j'en déduis, c'est une forme d'abord d'attitude extrêmement sérieuse et concentrée face à ce qui se passe. C'est pas drôle, ça va pas passer. C'est pas quelque chose qu'on peut régler, fix it, hein, qu'on peut arranger. Ça va durer, je pense, un certain temps. Et je pense que nous devons rentrer dans une attitude sérieuse de survie dans laquelle les choses telles que la liberté est une condition sine qua non de notre survie. Et pas le nombre de mètres carrés. Et ce qui me frappe beaucoup aujourd'hui, c'est comment les mots, ça c'est Klemperer, bien sûr, je suis à l'école de Klemperer constamment. Par exemple, le mot au quotidien, vous avez remarqué sans doute qu'aujourd'hui on nous sert tout au quotidien. Politique est bon quand il est auprès de la vie quotidienne des gens. Donc tout va être réglé au quotidien. Il n'y a rien de pire au quotidien. Au quotidien, c'est les 5 mètres carrés dans un appartement communautaire. Ce n'est pas au quotidien qui doit nous intéresser pour la survie. En tout cas, c'est cette leçon-là que nous donnent ces auteurs incroyables, voilà, que je propose à relire. Merci. Alors,
c'est rare. Les exposés, on va dans le pli de quelque chose de fondamental. Il y aurait plein de questions. Alors les questions, on les posera après avoir entendu Elena. C'est très complémentaire. Mais je voudrais juste là dire des choses qui me touchent beaucoup. Comment faire? Est-ce qu'on va hurler dans la rue, parler à tout le monde, etc. Quand je me souviens au moment de la chute d'Alep, quand on a l'impression que le régime syrien était là pour l'éternité, c'est-à-dire ce qui ne devrait pas exister une minute, qui s'installe pour l'éternité, les fascismes, on était tellement effondrés et on entendait les commentaires froids, etc. Je me disais, au fond, la seule chose digne serait comme dans les tragédies grecques, on se couvre la tête de cendres, on va hurler dans la rue en ululant sous la lune, on monte sur la tour Eiffel. Tout serait plus digne plutôt que de faire des énoncés géopolitiques. Et là même maintenant encore, c'est les islamistes qui vont nous, etc. Sur le constructivisme, alors là, merci, c'est vraiment un effet de ce qu'a créé la pensée sophistiquée, exigeante, fascinante, qui a hypnotisé les étudiants. Et alors, le traduit en anglais et retraduit en russe. Alors là, moi, ça m'ouvre un abîme de réflexion. Alors, vous gardez toutes vos questions pour Olga, et maintenant, le livre d'Elena qui, là, nous entraîne dans le mensonge politique de la Russie, sa construction et sa réalité présente. Merci Véronique, merci beaucoup pour la présentation et merci beaucoup de m'avoir, et merci Olga, c'est très agréable et inspirant de pouvoir réfléchir aux solutions. En fait, moi c'est ce que je fais pas du tout, parce que je suis journaliste, donc moi je pose le constat, et c'est ce que j'ai essayé de faire de façon la plus complète possible dans mon livre. Donc c'est presque le diagnostic de ce qu'est le régime poutinien. Je ne vais pas du tout sur le terrain de qu'est-ce qu'on fait avec, etc. Ça, je le laisse vraiment à d'autres. J'aimerais rebondir juste sur cette question des mots et du sens des mots, et de nommer ou ne pas nommer les choses. Moi, je milite vraiment pour que, justement, en premier lieu aussi, en tant que journaliste, on soit juste dans nos mots et dans ce que l'on retransmet. Parce que justement, le principe des dictatures, c'est de déformer les sens, d'inverser les sens et d'inverser les valeurs. Et donc, effectivement, de désigner par propagandiste le journaliste et de présenter un propagandiste comme un journaliste, ce que Orwell a résumé au moment où il écrivait et s'inspirant des dictatures contemporaines, guerre, épée, liberté, esclavage et ignorance, c'est le savoir, c'est la force. C'est exactement ce que fait aujourd'hui la Russie poutinienne, mais vraiment nommément, c'est-à-dire qu'il y a un présentateur de la télé russe, par exemple, en mars 2022, qui disait la Russie nous ne sommes pas allés en Ukraine pour amener la guerre, nous sommes allés en Ukraine pour amener la paix, pour libérer l'Ukraine des nazis. Artyom Chenin sur Первый Canal, début mars 2022. Donc vraiment textuellement. Et donc c'est très important en fait aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on peut dire fascisme en parlant de la Russie de Poutine ou pas? Moi c'est un peu ce que je suis allée chercher aussi dans mon livre. Tout à l'heure il y a Oleg Orlov qui a été condamné à 3 ans de prison et finalement été libéré à la faveur d'un échange d'otages contre des prisonniers, qui reçoit tout à l'heure à la ville de Paris la citoyenneté d'honneur. Et bien lui a été condamné au pénal en Russie pour avoir dit que c'était un État fasciste. En tant que journaliste, je ne suis pas pour utiliser des étiquettes. On m'a dit, est-ce qu'on doit appeler un dictateur et dire que la Russie est un État fasciste? On peut le faire à condition, je pense, d'avoir écrit un bouquin de 400 et quelques pages comme je l'ai fait pour pouvoir j'exagère, mais en tout cas, il faut le démontrer. Parce que justement, à contrario, si on balance comme ça des étiquettes, on risque d'être pris à partie justement en disant qu'on est partisan, parce que les mots n'ont plus de sens. Parce que justement, les faits n'en sont plus, les faits sont assimilés dans la guerre informationnelle globalisée à des versions, à des opinions. Et il faut remettre les faits à leur place. Et moi, c'est un peu ce que je suis allée chercher à faire. Vous m'avez à tort présenté comme une grande lectrice. Ce n'est pas exactement ce que je suis. Et je n'ai malheureusement pas suffisamment de temps pour lire tout ce que je voudrais. Mais par contre, en tant que journaliste, ma démarche a été vraiment d'aller à la source, au texte fondateur, en fait, du poutinisme. Et tout simplement, moi, j'écoute Poutine. Et j'écoute qui il cite. Donc, je suis allée lire Ivan Ilyin, je suis allée me procurer Nikolai Danilevski, enfin, des auteurs qui ont... panslavistes, puis
nationalistes blancs qui ont vraiment pensé le retour du dictateur dans le courant du XXe siècle, après la chute du communisme, qui va rassembler les terres russes, qui au XIXe siècle s'opposait aux occidentalistes qui voyaient une Russie ancrée dans l'Europe, etc. Danilevski, par exemple, c'est un pavé de 600 pages intitulé La Russie et l'Europe, où il théorise déjà la guerre des civilisations avec la civilisation slave héritée de la gréco-byzantine qui doit triompher sur la germano-romaine qui est déjà entrée dans sa phase de déclin depuis 2 siècles. Bref, c'est un truc quasiment biologique où voilà, les Slaves doivent se résister en fait et se rassembler parce que sinon ils vont être réduits au niveau de matériaux ethnographiques par leurs ennemis. Donc en fait, tout ce que dit Poutine aujourd'hui, tout ce qu'il transmet, c'est vraiment quelqu'un qui s'est inspiré de cette philosophie extrémiste, tout comme Hitler aussi s'est inspiré des philosophes allemands du 19e siècle. Donc il a ses sources d'inspiration. Alors après, on a souvent tendance à dire mais non, c'est juste un agent du KGB, quelle philosophie, il n'a pas jamais lu un bouquin dans sa vie, etc. Moi, j'essaie justement aussi de démontrer dans mon bouquin que je pense qu'il a été et qu'il est un apparatchik dans ses méthodes, dans son fonctionnement. Il y a une espèce de fascination aussi pour la terreur stalinienne, la façon dont toute cette époque est réécrite dans les manuels d'histoire aujourd'hui pour faire de Staline uniquement le vainqueur de la Grande Guerre patriotique et non pas le tyran qu'il aura été. Je pense qu'il y a une méthode, mais que derrière, il s'est trouvé des fondements idéologiques et philosophiques à son action impérialiste. Alors mon bouquin, je l'ai pas du coup sur les mains, mais c'est effectivement une méthodologie un peu croisée et à la croisée en fait des disciplines parce que aujourd'hui en tant que journaliste, Poutine il s'est réinventé historien et il réécrit l'histoire au temps présent. Et du coup, comme il mène une guerre aujourd'hui impérialiste au nom d'une guerre passée, voire de plusieurs, il remonte jusqu'à Ivan le Terrible dans ce qu'il dit, dans ses discours, dans ses cours d'histoire, mais qu'il reproduit ensuite en 3 dimensions. Par exemple, à Sébastopol, en Crimée, ils sont en train de construire un immense centre culturel, historico-culturel sur le lieu du baptême du prince Vladimir en 988 au nom de cette histoire millénaire. Et c'est ainsi qu'il est parti en croisade pour réunifier la Sainte Rousse. Et c'est là où ils vont emmener tous les écoliers des nouvelles régions, comme on dit, et aussi de l'extrême-orient russe, pour dire voilà, le berceau de notre civilisation, il est là. Donc en fait, c'est pas seulement des discours, c'est aussi quelque chose qui se déploie, la propagande monumentale se déploie en 3 dimensions, et c'est absolument effrayant. Du coup, on ne peut pas en fait aujourd'hui parler de la propagande de Poutine sans faire quasiment du fact-checking historique. Ça, pour moi, ça a été hyper compliqué. Je ne suis pas du tout historienne, donc j'ai été relue aussi par des historiens sur les chapitres où notamment je vais sur les parallèles entre la propagande de Poutine, celle de Staline, celle de Hitler, parce qu'il y a vraiment des parallèles, et aussi en termes de méthode de guerre, d'opérations sous fausse bannière lorsqu'on commence la guerre, de mythe de l'agression préventive, etc. C'est vachement dur en fait pour moi de parler de ce livre parce que je suis vraiment, encore une fois, allée chercher la chronologie, les détails, les textes. Donc le résumé comme ça à l'oral, c'est difficile, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai passé en tant que correspondante 10 années en Russie entre 2012 et 2022. Et ça a été la décennie du virage, en fait, vraiment vers ce que... Alors, je pense qu'au sens arendtien, on peut peut-être pas qualifier la Russie de Poutine de régime totalitaire, mais en tout cas, c'est un régime qui est totalitaire au sens informationnel, puisque la censure est totale légalement. On ne peut pas absolument aujourd'hui dire une quelconque chose qui retranscrit le réel. La propagande est devenue donc totale puisqu'elle s'est immiscée dans tout l'espace qu'occupait avant une certaine forme d'information. Et tout ça c'est vraiment redéployé à partir de... C'est pas nouveau, la propagande a accompagné l'arrivée au pouvoir de Poutine au moment de la deuxième guerre de Tchétchénie. Mais ça a vraiment... ça s'est déployé pleinement à partir de 2012. Et donc... à la fois, ce livre, ça s'appuie beaucoup sur mes reportages, que ce soit en Russie ou dans les territoires d'Ukraine que la Russie a envoyés à partir de 2014, puisque j'ai beaucoup couvert la Crimée et le Donbass côté russe, là où cette réalité parallèle se mettait vraiment en place à grande échelle.
Et effectivement, je suis allée chercher les textes, je suis allée lire les manuels d'histoire. Et en fait, c'est un travail, moi, sur la propagande qui m'a beaucoup touchée tout au long de ces 10 années. Hein, parce qu'en tant que journaliste, encore une fois, on essaye de raconter voilà, ce qui se passe, ce qu'on voit, ce qui se passe, ce que la Russie est en train de faire. Et de l'autre côté, vous êtes avec ces mêmes populations de Crimée et du Donbass qui disent que bah non, en fait, il y a des nazis qui sont en train de les attaquer et que les Russes sont là pour les aider à se libérer des nazis, quoi. Et que le coup d'État de Maïdan en que la révolution de Maïdan en 2014 pro-européenne aura été un coup d'État nazi, etc. Et ensuite, il faut aller voir quelle est l'histoire de ce territoire, que Sébastopol, effectivement, a connu un siège pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur quelle corde sensible en fait a joué cette propagande, mais lorsque vous la voyez se déployer devant vous, je réfléchis beaucoup à l'attitude du journaliste aussi, par exemple lorsqu'on tend le micro à des habitants de Crimée en disant mais les Occidentaux disent que en fait l'armée russe est en train de se déployer, alors qu'en fait elle est en train de se déployer, mais on peut pas le dire parce qu'on n'est pas dans la réalité du monde réel, on est dans leur réalité à eux et c'est la seule réalité légitime puisque c'est la leur, celle des gens qui se trouvent là. Donc en fait, cette annulation en fait du réel qu'on véhicule nous aussi, et lorsque les récepteurs de la propagande en deviennent les vecteurs, c'est tout ça que j'essaie de raconter, d'analyser, et pour ensuite peut-être l'extrapoler à d'autres, enfin à nous en fait, à notre espace à nous. Comment est-ce que ça se manifeste aussi éventuellement dans nos sociétés, dans nos démocraties, et comment est-ce que en fait cette arme peut être employé pour parfaire un projet politique. Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Pourquoi est-ce qu'on se laisse dominer? Pourquoi est-ce qu'on laisse notre affect dominer notre raison? Et pourquoi est-ce que finalement croire parfois pour nous c'est plus important que de savoir? Et finalement sur la solution, en tout cas que moi je propose, c'est la connaissance. C'est-à-dire vraiment savoir qu'est-ce qu'on a en face de nous. Pour être armé, quoi, finalement. Et justement, quand on parle moi je parle de réarmer les faits, et finalement j'ai pas de problème avec le mot de réinformation, par exemple, parce que la contre-propagande, disons que pour moi la différence fondamentale entre la communication et la propagande, par exemple, c'est l'intention. La désinformation et la propagande, c'est l'intention. C'est-à-dire que lorsqu'on désinforme, on véhicule en tant que journaliste une information qui est fausse, mais pas à dessein de manipuler son opinion, parce qu'on fait mal son boulot, quoi, en gros. On l'a tous les jours dans nos médias, hein, la désinformation. Par contre, la propagande, c'est la substitution intentionnelle de l'information véritable par une donnée qui est fausse, la fameuse méthode du contrôle réflexif employée par le KGB et qui a été employée par Vladimir Poutine en Crimée et dans le Donbass, d'induire des fausses données à grande échelle afin d'obtenir du récepteur de ces données l'attitude que vous voulez qu'il ait, en gros. Et donc, c'est de manipuler. Donc, la contre-propagande, quelque part, c'est aussi de la manipulation, puisque vous vous attendez à un résultat. Moi, j'assure pas le service après-vente de ce que je raconte. C'est-à-dire qu'ensuite, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais vous devez être informé. Et dans mon intention journalistique, c'est ce que je fais aussi avec mon émission Vue de Russie hebdomadaire sur France 24, où j'analyse comment les discours de la propagande russe. C'est pas du fact-checking, même si je m'appuie sur la vérification des faits, évidemment. Mais c'est plus de prendre la propagande comme élément d'information premier. C'est-à-dire que j'informe sur la propagande, sur ce que raconte la Russie autour de son action. C'est aussi important que l'action elle-même, c'est voire même plus important que l'action elle-même. Ce sont les trois niveaux, en fait, qu'on a beaucoup ratés dans l'annexion de la Crimée et la guerre du Donbass. Lorsque on voit les gens se déployer pour dire on veut être en Russie, on raconte qu'ils sont en train de se déployer pour dire on veut être en Russie. Il y a deux autres niveaux à raconter. Pourquoi ces gens se déploient pour dire qu'ils veulent être en Russie? Parce qu'ils sont manipulés par la propagande. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe derrière le déploiement? C'est-à-dire les manœuvres secrètes. Et beaucoup, les journalistes ont raté en fait les deux autres niveaux de récit, c'est-à-dire on sait, et c'est ainsi qu'est né, je simplifie énormément, je le fais moins dans mon livre, mais la fameuse histoire du séparatisme pro-russe. C'est-à-dire pour nous, la première guerre d'Ukraine, ça aurait été une guerre des séparatistes pro-russes contre le gouvernement ukrainien. Or, c'était une guerre de l'Ukraine contre la Russie. C'est ce que j'essaie de démontrer dans mon livre. Je ne sais pas où je veux en venir, en fait. Hein. Donc voilà. Merci beaucoup. J'applaudis aussi. Ce travail formidable. Je pense avec Florence Hartmann qui est là. Nous, on a eu l'expérience, donc, années 90, 91, 92, mais dès 88,
de ces républiques autoproclamées dans le nord-est de la Croatie, où en fait les Serbes opprimés par les oustachis nazis. C'est-à-dire que nous, on a un tel film avec Florence, on est tellement vaccinés qu'on comprend tout de suite ce que dit Elena et ce que vous dites, et à cause de cette propédeutique qu'on a eue, qui est complètement zappée, oubliée actuellement. Passons. Je m'excuse de faire cette parenthèse, et je vous propose, donc plein de choses sont dites, c'est de leur poser des questions à ces deux auteurs formidables, de leur poser des questions.